Laurent Wauquiez, notre invité ce matin, vice-président de l'UMP, député de Haute-Loire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Europe, pour commencer, Laurent Wauquiez, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez été en charge de la question européenne dans l'un des gouvernements de Nicolas Sarkozy, François Fillon. Dites-moi, Laurent Wauquiez, faire des économies, oui, affaiblir l'économie, non. C'est ce qu'a dit hier François Hollande devant le Parlement européen à Strasbourg. Vous êtes d'accord avec lui? Jean-Jacques Bourdin, je vais vous surprendre. Je ne suis pas là pour faire de l'opposition stupide. Oui. Défendre la PAC, oui. Essayer d'éviter que l'euro soit à un niveau trop élevé qui tue nos emplois et nos entreprises, oui. Trouver le bon équilibre entre l'austérité budgétaire nécessaire pour remettre de l'ordre dans nos comptes et en même temps une politique de soutien à notre économie, oui. Donc au fond, dans le discours tenu hier par Hollande, je souscris à beaucoup de choses. Oui. Mais moi j'ai un problème. C'est que ce discours-là, c'est elle-même qui était tenu avant son élection. C'est elle-même qui était tenue pendant l'élection. C'est le même qui est tenu depuis 9 mois. Et donc mon problème, c'est plus les discours, c'est que maintenant, il faut passer aux actes. Oui. Et alors, que maintenant, il faut avoir des faits concrets. Sur le budget de l'Union européenne, on va voir ça très vite. Hein, demain, après-demain. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que important, maintenant, non bien sûr... Est-ce qu'il faut réduire le budget de l'Union européenne? Non, il faut évidemment pas réduire le budget de l'Union européenne. Les Allemands le veulent. Oui. Surtout les Anglais qui le veulent. Il ne faut pas toucher au budget de l'Union européenne et notamment sur 2 points essentiels. Le premier, c'est la politique agricole. Pourquoi? D'abord, c'est le soutien de nos agriculteurs. C'est l'excellence française et européenne. Et dernière, c'est tous les emplois de l'agroalimentaire. Donc vous soutenez le gouvernement, là? Totalement. Sur cette Vous êtes bataille-là, derrière lui? Sur cette bataille-là, je serai totalement derrière une bataille qui est une bataille française pour défendre notre agriculture. Moi, je viens d'un territoire où je sais ce que c'est que l'agriculture. Oui. Je n'ai pas envie qu'on tue l'agriculture dans nos territoires. Mais par contre, Monsieur Bourdin, il y a un autre sujet qui, lui, n'est pas ouvert. Oui. C'est celui du protectionnisme européen. Ça, c'est une vraie question. C'est une question sur laquelle nous, on avait essayé d'avancer. Pour poser, par exemple, une possibilité pour la France et les pays européens de réserver leur marché public à des entreprises européennes. Il y a un deuxième sujet. Pourquoi est-ce qu'on continue à autoriser des pays qui subventionnent leurs produits, comme la Corée, avec ses chantiers navals, à pouvoir inonder le marché européen, alors que nous, on s'interdit de soutenir nos entreprises? Pourquoi est-ce qu'on met autant de contrôle sur nos entreprises, sur notre territoire, et si peu sur les produits qui arrivent par container entier en Europe? Et donc ça, pour moi, c'est le sujet majeur. Et celui-là, il n'est pas soulevé par contre, alors quelle par Europe? François Hollande. Mais quelle Europe? C'est catastrophique, si je vous comprends bien, cette Pourquoi? Europe. Cette Europe, elle laisse entrer toutes les marchandises venues du monde entier sans droit. Cette Europe, elle laisse entrer des hommes et des femmes venus du monde entier sans contrôle. Cette Europe, il y a même la Grande-Bretagne qui en fait partie, qui bénéficie d'avantages. Scandaleux, les avantages dont bénéficie la Grande-Bretagne. Alors attendez, parce que là, vous me posez plusieurs questions. Et puis cette Europe, elle est absente, elle ne nous soutient même pas au Mali. Je vais essayer de répondre précisément. Oui. Il y a des choses que l'Europe fait. Erasmus. Formidable, cette Europe-là. Oui. Celle qui permet à nos enfants de partir à l'étranger pour faire des études. Cette Europe-là, c'est celle qui envoie des satellites européens dans le ciel. Formidable. C'est celle qui fait que votre téléphone peut fonctionner. Et demain, qu'on aura un système de satellites et de guidage pour sauver, y compris des gens perdus en mer ou en montagne, qui ne dépendra pas des Américains. Cette Europe-là, c'est celle aussi qui nous permet d'avoir Airbus. Très belle entreprise. Une des seules qui, en ce moment, n'est pas en difficulté. Donc, il y a des points très positifs en Europe. Mais moi, ce que je demande, c'est que même quand on est comme moi, quelqu'un qui soutient l'Europe, on puisse dire aussi qu'il y a des choses qui doivent bouger. Et sur le protectionnisme européen, je le dis, ça doit bouger. Bien. Les Européens qui ne nous soutiennent pas au Mali. Mais ils ne nous soutiennent pas, pourquoi? Là, par contre, il faut dire les choses. Pourquoi? Parce que François Hollande a fait son travail n'importe comment. Parce que au Mali, il a fait n'importe quoi. Au Mali, il n'y a pas eu un travail de préparation politique et diplomatique suffisant. Est-ce que vous dites ce matin que François Hollande a fait n'importe quoi au Mali? J'ai toujours entendu ça, n'importe comment, n'importe quoi. Monsieur Bourdin, je l'ai dit. Donc je l'ai déjà écrit. Donc il n'y a pas de surprise. Je considère que notre armée a fait un travail remarquable. Je considère que nos militaires sur le terrain ont été exemplaires. Et je considère que le travail politique... Toujours ça, hein. Tous les politiques disent toujours ça. C'est pas illégitime, non? Oui, des gens qui risquent leur vie. Nous, on risque pas notre vie. Et donc c'est normal de les soutenir. Par contre, je l'ai dit aussi, et ça peu de politiques l'ont dit, le travail de préparation diplomatique n'a pas été bon. Et le résultat, c'est qu'effectivement, la France est trop seule au Mali, que les autres pays européens n'ont pas participé, mais il ne faut pas être surpris. On a appelé les Allemands après intervenir. Quand vous appelez vos partenaires après avoir pris la décision, en général, vous n'avez pas beaucoup de monde avec vous. Laurent Wauquiez, la Grande-Bretagne, un mot sur la Grande-Bretagne. Est-ce que la Grande-Bretagne doit quitter l'Union européenne? Je considère que ça n'est pas un drame si jamais la Grande-Bretagne prend du champ et de la distance. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui avec une Europe qui s'est trop étendue et qui est trop diluée.
Et je crois qu'il faut fonctionner avec deux cercles différents. Un cercle très concentré, dans lequel on est avec les pays où on est vraiment en commun. Donc sans la Grande-Bretagne. Sans la Grande-Bretagne. Et je ne mets pas la Grande-Bretagne. Et je ne mets pas non plus les pays d'Europe centrale dans ce cercle-là. Après, il y a un deuxième cercle dans lequel, au fond, on fait de l'échange. On échange des produits, on essaye de faire du commerce ensemble, de créer de l'emploi. Celui-là, ça peut être un cercle un peu plus large, dans lequel il y a la Grande-Bretagne, dans lequel il y a les pays d'Europe centrale. Mais donc, il y a des questions de fond à se poser sur le fonctionnement de l'Europe. Et ça fait partie de thèmes que je veux mettre sur la table, parce qu'on a l'impression que c'est un tabou. On a l'impression aujourd'hui en France, si vous êtes pro-européen, il faut tout signer. Eh ben non. Moi, je crois à la vocation de l'Europe, mais je crois aussi qu'elle doit bouger. Est-ce que Strasbourg doit rester le siège du Parlement européen? Ah non, mais ça, c'est indispensable. J'étais ministre des Affaires européennes. C'est ce qu'a dit hier François Hollande aussi. J'ai fait comment partie... indispensable? On ferait des économies si on allait à Bruxelles, si les députés européens allaient à Bruxelles. Oui. On n'a qu'à tout mettre dans 4 immeubles à Bruxelles. On fera des économies, effectivement. On n'a qu'à tout concentrer avec un petit groupe de technocrates. Effectivement, on fera des économies. Mon Europe, c'est pas celle-là. Mon Europe, c'est une Europe qui est présente dans les différents pays. Oui, c'est aussi l'Europe démocratique qui est à Strasbourg. Oui, c'est l'Europe de l'économie qui peut être en Allemagne. Oui, c'est l'Europe qui lutte contre les trafics et qui est présent directement sur les lignes de front de l'Europe centrale. Oui, moi, c'est ça, mon Europe. C'est pas l'Europe qui est enfermée dans, dans les petits quartiers de Bruxelles. L'euro est responsable, c'est ce que dit Marine Le Pen, vous avez entendu? Ça vous fait sourire, ça? Oui, ça me fait sourire parce que c'est une pierre de touche qui est intéressante. De la crédibilité. L'euro est responsable de la catastrophique situation économique en France. Pourquoi ça me fait sourire? Pourquoi? On sort de l'euro et on casse l'euro. Proposition faite par le FN. On revient au franc. Qu'est-ce qui nous arrivera? On va prendre une monnaie, le franc, qui sera vraisemblablement 30%, avec 30% de moins de valeur de l'euro. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que nos auditeurs comprennent clairement ce que ça signifie. Vous prenez votre compte en banque, vous avez avec la proposition de Marine Le Pen 30% de la valeur de votre compte en banque qui disparaît. Vous faites votre plein d'essence. Le pétrole, ça s'achète en dollars. Si vous l'achetez avec une monnaie qui vaut moins, vous pouvez considérer que sur votre plein d'essence, vous prendrez au minimum 10 à 15 euros de plus le plein d'essence. Si votre monnaie a moins de confiance de la part des banques, ça veut dire que quand vous empruntez en francs, vous emprunterez à des taux d'intérêt plus élevés. Vous voulez construire votre maison? Vous voulez acheter un appartement? Vous prendrez des taux d'intérêt qui seront vraisemblablement aux alentours de 10%. Donc la proposition de Marine Le Pen, et c'est intéressant pour évaluer la réalité de ce que met le FN sur la table en termes de proposition. C'est une proposition qui ruinerait une partie des Français et surtout les classes moyennes, qui, vous le savez, est un sujet qui me tient à cœur. Donc c'est une mauvaise proposition. Bien. Par contre, il faut que l'euro soit à un niveau plus soutenable. Il est trop haut. Bien. Et quand il est trop haut, il tue les emplois et les entreprises. Le gouvernement allemand veut plafonner les salaires des dirigeants des grandes entreprises. Vous avez vu ça? Oui. Oui. Ben c'est une bonne idée, ça. Vous savez pourquoi? C'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée. Bon. Pourquoi est-ce que ça me plaît ce que fait l'Allemagne? Moi, je ne suis pas un adepte de regarder ce qui se passe outre-Rhin. Mais il y a une chose qui me plaît. C'est qu'en Allemagne, ils se concentrent sur les classes moyennes. Ils ne font pas de l'assistanat comme nous. Eux, ils n'ont pas mis le RSA ou ils n'ont pas mis la CMU. De l'autre côté, ils s'attaquent aussi au profit des grands patrons, parfois excessifs. Ça aussi, ça me plaît. Ça fait partie de propositions que je porte au niveau de la droite sociale. Et ils concentrent leur aide sur ceux qui travaillent et les classes moyennes et les familles modestes. C'est exactement ce qu'on doit faire. Et c'est exactement, pardonnez-moi, l'inverse de ce que fait la gauche. Bien. La gauche, aujourd'hui, elle a fait exploser les impôts sur les classes moyennes et les familles modestes. Je vais revenir là-dessus, Laurent Wauquiez. Mais tiens, puisqu'on parle de l'Allemagne, elle a mis en place aussi de nombreuses salles de consommation de drogue. Et ça fonctionne bien en Allemagne. Et oui, mais ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée alors que ça fonctionne bien en Allemagne ou ailleurs, pas qu'en Allemagne, en Suisse. Vous voyez comme quoi je ne signe pas la totalité du modèle allemand bas à droite. Pourquoi même quand ça marche bien. Pourquoi c'est une très mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée parce que le message que ça envoie, c'est que la drogue, ça n'est pas si grave. Or moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que la drogue, c'est un des principaux fléaux de notre société moderne. J'ai des problèmes de drogue sur mon département. On a une montée sur la Haute-Loire de trafic qui viennent parfois de Lyon ou de Saint-Étienne. Je vois les ravages que ça fait. Y compris parfois, et encore récemment, des témoignages poignants d'une mère qui a perdu son enfant par le biais de la drogue et de l'addiction à l'héroïne. Or, je le dis, le sentiment qu'on a en ce moment, c'est un grand désordre sociétal du côté de la politique du gouvernement. Plus aucune valeur, plus aucun repère. Vous avez Christiane Taubira qui explique qu'il ne faut plus envoyer les gens en prison. Vous avez le sujet des mères porteuses qui est mis sur la table. Vous avez le ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas mis sur la table. Il sera mis sur la table peut-être prochainement. Elle a fait une circulaire sur le sujet. Elle a fait une circulaire sur le sujet. Et puis vous avez enfin Vincent Payon qui parle de légalisation du cannabis. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a un gouvernement qui est dans un grand désordre sociétal, dans lequel il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de repères, il n'y a plus un minimum de principes
pour qu'on Ouvrir sache une où salle on va. de consommation de drogue, n'est-ce pas donner la possibilité à un drogué de venir consulter, de venir rencontrer des professionnels de santé qui vont peut-être lui expliquer combien c'est dangereux, et aussi pour la tranquillité des quartiers, peut-être. Au lieu de se droguer en douce, de s'injecter sa dose en douce, je ne sais pas, moi, dans un abribus ou... Non mais Monsieur Bourdin, on ou vous dans écoute, un coin de parking. on vous écoute, on se dit mais Je vous pose la question. on vous écoute, on se dit Oui. mais c'est parfait. Il Non, y a je dis qu'à pas que faire c'est ça. pas vrai, je dis, n'est-ce pas la meilleure solution? On signe en bas à droite, super. On va avoir des drogués Oui. qu'on va mettre tous dans une salle blanche. Il va y avoir un gentil Oui. docteur qui va leur dire bonjour, va leur dire attention, ce que vous faites c'est très mal. Et puis on passe dans la salle à côté et on injecte une dose de drogue. Avec des seringues propres. Avec des seringues propres, super, mais une dose de drogue quand même. Alors qu'on injecte la mort, mais de façon propre. C'est ça ce que proposent les salles de shoot. Moi, désolé, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est qu'il faut combattre la drogue. Il faut la combattre avec la plus extrême fermeté. Et c'est pas parce qu'on accueillera les gens dans une jolie salle blanche en disant bonjour et en injectant de la drogue qu'on changera les choses. Laurent Wauquiez, PSA, Renault, Goodyear, Florange et d'autres. Où êtes-vous? L'UMP, je n'entends pas l'UMP sur PSA, je n'entends pas l'UMP sur Renault, je n'entends pas l'UMP sur Goodyear. Où êtes-vous? Non mais Monsieur Bourdin, Oui. pardon. Quoi Il y a encore Pardon. à peine 10 jours, Oui, je faisais un débat contre Monsieur Montebourg. oui. Il y a 10 jours, Mmh. qu'est-ce que je disais? Je disais, vous êtes en train d'essayer de fuir vos responsabilités devant les Français. Mais quelle solution avez-vous? Des solutions, d'abord, si on reprend ce sujet précis de l'automobile. Oui. Quelle Pourquoi solution avez-vous? Oui, on va y aller. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise de l'automobile en ce moment? Parce que les Français n'ont plus les moyens d'acheter des voitures. Et pourquoi ils n'ont plus En les ce moyens? moment, mais ça fait des années, pardon, des années que les baisses des ventes sont permanentes. Non. Constante. Non, Non. les baisses, Ah, de non. les baisses de vente ne sont pas permanentes. 3 ans. On a même eu, alors je fais attention parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit y avoir à peu près 2 ans, parce on que- a eu une année qui a été très bonne sur les ventes de L'automobile a voitures. été mise sous perfusion avec des aides de l'État, des aides fiscales. Vous le savez bien, Laurent Wauquiez. Eh bien, Monsieur Bourdin, je vais Oui. vous dire les choses clairement. Oui. Moi, je préfère qu'on aide les Français à acheter des voitures. Oui. Je préfère qu'on les aide à changer leur modèle et que ça permette de faire tourner les usines en France plutôt que ce qu'est en train de faire le gouvernement. Les usines en France qui sont de plus en plus souvent à l'étranger, remarquez. Mais enfin bon. Oui, enfin, sauf si on prend PSA par exemple, voilà un constructeur que le gouvernement aurait dû défendre parce qu'il essaie de produire plus en France, d'ailleurs que Renault. Mais juste, où est-ce que je veux en venir? Oui. Ce que je veux en venir, c'est qu'en ayant assommé la consommation avec les impôts, en ayant supprimé tous les dispositifs qui permettaient d'aider l'achat de voitures, eh bien le résultat, c'est qu'on a plombé la construction de voitures en France. Et donc ma solution, elle est simple, c'est qu'il faut remettre en place un système qui est un système de prime à la casse, un système qui est un système incitatif. Et en contrepartie, demander aux constructeurs des engagements sur les nouveaux modèles qui seront produits et qui sont faits en France. Et j'ajoute un dernier point, c'est qu'il faut inciter nos constructeurs français à miser sur des voitures qui sont plus haut de gamme. Parce qu'on s'est positionné sur le secteur de tranche où on est le plus en concurrence avec les pays étrangers qui fabriquent low cost. Il faut qu'on se développe beaucoup plus sur un modèle qui est un modèle un peu plus français, où on va chercher, comme l'a fait Citroën, des voitures un peu plus créatives, avec un peu plus de design, qui sont un peu plus neuves et qui permettent d'accrocher la consommation. Donc oui, et ce sujet est très intéressant, en ayant tapé les Français et les classes moyennes et en les assommant à coups d'impôts et de charges, eh bien ce qu'on récolte, c'est des entreprises qui sont en berne parce qu'il n'y a plus de consommation. Bien, Laurent Wauquiez, le mariage pour tous. Est-ce qu'il J'espère qu'on Oui. reviendra sur la politique de l'emploi. Bah, allez-y. Il y a un Qu'est-ce que vous feriez là, tiens? Politique de l'emploi. Qu'est-ce qu'on a fait surtout? Ce qui est Non, en mais train... d'accord. Ce que vous avez fait, c'est une chose. Moi, Ah j'aimerais bah, c'est savoir ce normal que- de rendre des comptes quand même. Oui, non, mais d'accord. Oui, le mais moteur de la politique de l'emploi Oui. en ce moment est au point mort. Vous avez fait monter le chômage comme le gouvernement actuel, pareil. Hein. En ce moment, Pas mieux. Ni mieux ni pire. on reprend les chiffres tranquillement. Pendant la période qui a été les 5 ans de Nicolas Sarkozy, il y a eu 500 destructions d'emplois par jour. C'est énorme. Là, ça a doublé. C'est catastrophique. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que le moteur de la politique de l'emploi est au point mort. On va prendre quelques chiffres précis. Les contrats aidés, qui sont un moyen dans des périodes de crise d'aider les gens en difficulté. On en faisait 10 000 par semaine l'année dernière. Ils sont même pas à 6 000. 6 000 seulement, on était à 10 000. Les fameux contrats d'avenir dont on nous a rebattu les oreilles en nous expliquant ça va être l'avenir. Hein, ça fait 9 mois qu'ils sont au pouvoir. Il n'y en a même pas 5 000 qui ont été signés. Vous m'entendez, Monsieur Bourdin? Même pas 5 000. Je prends enfin les contrats de génération, dont là aussi c'était une des grandes promesses de François Hollande. C'est toujours pas opérationnel. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans les effets d'annonce, mais le ministre, le Premier ministre et le Président de la République ne sont pas sur ce sujet. Le Président de la République, il est au Mali. Il ne s'occupe pas de la politique de l'emploi. Il est à Bruxelles.
il n'a pas d'attention et il ne met pas la pression sur la politique de l'emploi. Quand moi j'étais ministre de l'Emploi, toutes les semaines, je rendais compte avec une feuille sur tous les outils de la politique de l'emploi pour dire, voilà, quels sont nos résultats, où ça marche, où ça ne marche pas. Là, ils sont spectateurs de ce qui est en train de se passer. Et vous ne parlez que du mariage pour tous, à l'UMP. Bah là, précisément, qu'est-ce que je vous ai... Est-ce qu'il n'est pas temps, oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps, à l'Assemblée nationale, on ne parle que de ça, ça dure, ça dure. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un terme à ce débat? Monsieur Bourdin, franchement, je vous pose la question. Vous vous apprêtiez à m'interroger sur... la question. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un terme à ce débat? Vous apprêtiez à m'interroger sur le mariage pour tous. Je vous ai arrêté. Oui. Et je vous ai dit, je veux parler de politique de l'emploi. On en parle on parle emploi Europe depuis le début. Et ben vous voyez précisément. 52, j'aborde seulement le mariage pour tous. Vous voyez. Et je vous dis simplement, je vous pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un terme à ce débat? Ce qu'il y a de très clair, et on le voit bien, il y a une stratégie de rideau de fumée. On nous parle du Mali, on nous parle du mariage pour tous, on va nous parler du droit de vote des étrangers. Vous nous parlez du mariage pour tous sans cesse. Mais pourquoi, monsieur Bourdin? Parce que le problème, c'est que c'est pas un rideau de fumée qui est anecdotique. C'est qu'effectivement, on utilise le mariage pour tous comme diversion. Mais les conséquences, elles sont pas anecdotiques. Pourquoi vous tombez dans la diversion, alors? Je comprends pas. Mais parce que, qu'est-ce que vous me proposez? Mettez-vous 2 secondes à la place. Mais moi, je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Est-ce qu'il est temps de mettre un terme à cette discussion à l'Assemblée nationale? Accélérer la discussion? Non. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui n'est pas anecdotique. C'est un sujet derrière lequel on voit très bien qu'on aura la question des bébés éprouvettes, la possibilité de louer le ventre d'une mère pour faire un enfant. Si on me dit qu'il faut plier tout ça en moins de 5 jours parce que ça dure depuis trop longtemps, je dis non. Ce n'est pas dans le texte, Laurent Wauquiez. Monsieur Bourdin, vous n'allez pas tomber dans ce piège grossier. Je ne tombe dans aucun piège, parce que la discussion aura lieu avant la fin de l'année, nous dit-on, sur la PMA, sur la GPA. Oui, nous verrons. Mais on voit très bien que qu'est-ce qui est en train de se passer? On ouvre une porte. Et on voit, d'ailleurs ça a commencé, que la procréation médicalement assistée, les députés PS disent évidemment on va le faire. La gestation pour autrui, on a Christiane Taubira qui a commencé à aborder le sujet. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On nous dit non, mais soyez sages, soyez silencieux, bougez pas trop, parce que ça viendra seulement plus tard. Désolé, moi je fonctionne pas comme ça. On cherche à nous le faire en petits morceaux. Il y a un projet d'ensemble qui est un projet sociétal. Et ce qui me choque, c'est que de façon très cynique, on ouvre des sujets majeurs sur le plan sociétal pour éviter de traiter les questions d'emploi. Alors après, si vous tombez dans le panneau. Non, parce que quelle est l'alternative? L'alternative, c'est d'assister silencieusement au démantèlement de la place de nos enfants dans la société. Je suis désolé, non. Bon. Donc j'en parle parce qu'ils ont choisi d'en parler. Bien. Mais vous avez vu aussi que dans ma hiérarchie de priorité, et c'est le thème de la droite sociale, en premier, je mets les questions économiques. En deuxième, je mets les questions de pouvoir d'achat des classes moyennes. Et pour moi, le reste vient ensuite. Bien, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire qui s'abstiennent. Vous regrettez? Moi, en tout cas, dans mon approche personnelle, quand on est élu de la nation, on ne s'abstient pas. Soit on vote pour, soit on vote contre. Après, chacun son choix. Bien. Et dernière question, l'UMP. Alors là, j'ai vu ça. Vous avez parlé, vous... Non, certains ont parlé d'armée mexicaine. J'en ai parlé. Vous avez parlé d'armée mexicaine. Alors combien? 20 vice-présidents, 12 secrétaires généraux, 34 membres du comité politique. Ça vous fait sourire, moi aussi. Hein. J'en ris, vous aussi, vous en riez. C'est normal. Mais bien sûr que j'en ris un peu. Une seule femme, d'ailleurs, parmi les vice-présidents, j'ai vu ça. Alors, heureusement, j'ai un peu de recul. Et je suis capable aussi de nous regarder faire. Alors, moi, encore une fois, au sein de mon mouvement, la droite sociale, on avait fait très attention, on est paritaire. Nous, il y a autant de responsables femmes que de responsables hommes. Mais pourquoi je souris? On a donné une image pitoyable sur la fin de l'année 2012. Je vais être très clair avec vous. Je préfère l'armée mexicaine à la guerre civile espagnole. Et vous êtes le PC chinois. Remarquez, vous avez des accords avec le PC chinois. Non. Là, vous êtes un peu excessif. Mais non, je suis pas excessif. Non, vous êtes un peu excessif. Le PC chinois a beaucoup moins de responsables que nous. Merci, Laurent Wauquiez. 8h55.